Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment et pourquoi une élue en est arrivée à être mise en garde à vue? Alors, donc je suis élue en effet maire du 1er arrondissement de Lyon depuis 2001. Et pour revenir à la question qui concerne la garde à vue, elle a eu lieu en 2013, décembre 2013, pour la petite histoire, à peine 4 mois avant les élections municipales. Et tout à l'heure, quand on parlait de pression exercée, la pression peut être exercée évidemment sur des citoyens, et elle est premièrement exercée sur des citoyens. Elle peut être exercée aussi par le pouvoir, qu'il soit politique ou judiciaire, sur des élus ou des candidats et des candidates à des élections. Pourquoi j'ai été mise en garde à vue? Tout simplement parce que j'étais aux côtés d'habitantes et d'habitants, d'enseignants, de directeurs et directrices d'école et de responsables et de militants et militantes associatifs pour revendiquer un droit qui est le droit à l'hébergement des enfants et de leurs familles. Donc on avait sur Lyon, mais comme dans d'autres villes de France bien sûr, des enfants qui étaient scolarisés la journée et qui dormaient dehors la nuit, avec sur Lyon un certain nombre de bâtiments vides, des bâtiments vides, chauffés, allumés, gardiennés, mais vides. Et donc la demande de ces citoyens et citoyennes engagés, c'était tout simplement que ces bâtiments soient réquisitionnés par l'État, confiés à des associations dont c'est le job, je vais le dire comme ça, l'objectif, que ces bâtiments soient réquisitionnés pour pouvoir accueillir ces enfants et ces familles. Et donc il y avait eu une manifestation devant un des bâtiments vides qui était sur mon arrondissement, et d'ailleurs dont j'avais déjà demandé la réquisition moi-même. Et on était assez nombreux, c'était quelque chose de tout à fait pacifique. Et de fait, on a eu un déploiement des forces de l'ordre très important. Et le lendemain, moi qui étais convoquée et mise en garde à vue dans la foulée, ça s'est conclu par un rappel à la loi, mais une menace également de privation de mes droits civiques, d'amende, voilà. Mais pour moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble important qu'un élu ou qu'une élue soit aux côtés d'eux et aux côtés des citoyens. Je crois qu'on n'est pas crédible si on ne porte nos valeurs que dans la loi, dans les textes ou dans nos bureaux. Je crois qu'il faut être sur le commun, qu'il faut payer de sa personne, y compris, c'est un engagement physique, personnel. Si on veut protéger, et si on veut aussi que nos paroles soient entendues, c'est-à-dire que les paroles ne suffisent pas, il faut un vrai engagement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais. Voilà. Carrément. Tu disais aussi que c'était important que ce soit une élue qui soit plutôt mise en garde à vue plutôt qu'une personne qui n'était pas élue, qui n'avait pas de mandat représentatif, symboliquement. Une autre question aussi, parce que je pense que tu as des expériences d'élu assez particulières. Il t'est arrivé de demander à tes agents de ne pas respecter une circulaire. Est-ce que tu peux expliquer surtout comment ça s'est passé, comment ça a été vécu par les agents, parce que c'est pas quelque chose d'évident de recevoir 2 ordres contradictoires en fait. Tout à fait, c'est des injonctions contradictoires. Oui, juste avant, pour préciser, je veux dire que c'est pas agréable d'être mise en garde à vue, et j'aurais préféré ne pas l'être, et je n'en tire aucun bénéfice. Voilà, et c'est une expérience. Alors moi, je n'ai pas vécu autant de garde à vue, j'en ai vécu une, mais en effet, qui attaque la personne elle-même au-delà de la fonction. Donc, en effet, je préfère que ce soit une élue qui l'ait été, mais j'aurais préféré aussi ne pas vivre cette expérience-là pour être tout à fait claire. Après, sur la question de la circulaire, oui. Moi, j'ai commencé à voir apparaître concrètement le délit de solidarité quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, puis quand il a été président de la République. Voilà. Alors, mon engagement, donc je suis maire depuis 2001, je me suis mobilisée avec RSF en 2005.
avec les premiers parrainages d'enfants sans papier. À l'époque, Gérard Collomb, qui était maire de Lyon, m'avait interdit de faire ces parrainages parce que la population, soi-disant, n'était pas prête. On allait effrayer la bourgeoisie lyonnaise si on commençait à s'occuper des enfants sans papier. Et si on veut être réélu, il ne faut pas effrayer l'électorat, n'est-ce pas? Bon, moi je suis maire d'arrondissement, j'avais malgré tout réalisé ces parrainages. Et puis, donc c'est pour vous dire un peu la jeunesse de mon engagement. Et parallèlement, je crois que c'est 2007-2008, on avait vu arriver une circulaire dans les services auprès des responsables des affaires publiques, des états civils, sur la question des mariages mixtes. Et évidemment, tout mariage mixte est présenté comme un mariage arrangé, un mariage blanc potentiel, en nous demandant à nous élus de faire des auditions systématiques. Moi, j'ai refusé de faire des auditions systématiques, ou alors je l'ai fait pour tout le monde, hein, et je me transforme en conseillère conjugale et familiale, ou voilà, ce que je refuse évidemment. Donc, et puis surtout, il était demandé aux fonctionnaires de mairie de dénoncer, avec un article, l'article 40, de je ne sais plus quel code, qui dit que tout fonctionnaire qui ne fait pas part d'un fait illégal dont il a connaissance, eh bien, est coupable devant la loi. Donc on encourage les fonctionnaires à dénoncer des faits dont il a connaissance. Et quand les personnes viennent déposer un dossier de mariage, ils doivent présenter un certain nombre de papiers, notamment on doit vérifier leur identité, pour vérifier qu'on va bien marier les deux bonnes personnes qui se présentent. Et il était dit, en gros dans la circulaire, si le document d'identité montre que la personne n'est plus valide, en gros si le titre de séjour n'est plus valide, vous devez le signaler au parquet et au procureur. Et c'est comme ça qu'on a eu plusieurs mairies qui ont signalé ainsi, et des couples qui se sont vus auditionnés au commissariat et séparés, et des gens qui sont allés en centre de rétention et renvoyés à la frontière. Et mes services étaient vraiment effrayés en disant « mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?» Et donc moi je leur ai interdit, en effet, d'être dans cette délation-là, mais il ne suffit pas d'interdire, il faut rassurer aussi. Et donc on a travaillé avec Les Amoureux au Grand Public, qui est une association qui émane de la CIMAD, avec une avocate aussi spécialisée dans le droit, et on a expliqué ce qu'était le droit, on a expliqué ce que devaient demander les fonctionnaires de la mairie, et on leur a expliqué pourquoi cette circulaire c'était un abus de pouvoir, et pourquoi ils seraient même eux-mêmes coupables d'excès de zèle. Donc on a renversé un petit peu les choses. On leur a dit, voilà, vous êtes dans votre droit, et dans le droit, si vous vérifiez l'identité. Par contre, le droit au mariage ne prévoit pas que vous vérifiez si la carte de séjour est toujours valable. Donc il a fallu que je rassure en tant que maire d'arrondissement, et je remercie aussi le directeur des services qui était avec moi, les personnels pour empêcher en effet cette délation. Donc je crois beaucoup que, je vais en terminer par là, l'élu a pour rôle aussi d'être aux côtés de son administration et de l'empêcher aussi de répondre à des ordres qui vont au-delà de ce qui est finalement légal. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Cédric Héroux, c'est compliqué pour une élue d'être désobéissante ou délinquante, et d'ailleurs je refuse ce terme, je préfère être désobéisseuse, pour reprendre le terme de Jean-Marie Muller, qui est un philosophe qui dit il vaut mieux être désobéisseur que désobéissant, et moi je pense qu'il vaut mieux être désobéisseur, et je crois que le terrain sur lequel on doit aller, c'est sortir de la légitimité pour aller sur le terrain de la légalité, et il faut se battre avec les armes de l'adversaire et aller sur le champ de la légalité. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à faire bouger à ce niveau-là. Je vous remercie. Au fait, même si l'idée, l'élan pouvait être évident d'une manière concrète, au jour le jour, être un élu qui va à contre-courant en fait, de la politique migratoire, c'est pas toujours facile. Est-ce que tu pourrais citer les principales difficultés auxquelles tu as eu à faire face et auxquelles tu fais encore face en tant qu'élu aujourd'hui? Je sais pas, enfin, ça a été de faire bouger un gouvernement qui ne voulait pas bouger. Quand on a eu, enfin,
si je reprends l'histoire avec les premiers arrivants sur le territoire de Grande-Synthe, c'est 2002, 2003, mais les associations pourraient le dire mieux que moi, parce que dès le départ, elles se sont appliquées. Nous, on est arrivés simplement pour aider les associations et pour structurer année après année, jusqu'à cet été 2015, de faire en sorte qu'on ait un accueil digne de ces personnes, mais ils étaient quand même dehors. Donc aujourd'hui, a posteriori, je me dis, mais pourquoi on n'a pas tout de suite ouvert un local pour pouvoir mettre les 10 personnes qui étaient là, ou les 20 personnes au départ. Mais bon, on pensait on n'imaginait pas ce que ça allait devenir. On ne savait pas si c'était un phénomène passager, si ça allait s'arrêter ou pas, c'était un peu compliqué. Jusqu'à donc cet été 2015 où, alors entre deux, j'ai eu quand même quelques menaces de sous-préfet en disant vous allez être complice d'eux, ça va être vous êtes complice des réseaux de passeurs, il va y avoir de la sécurité, vous serez responsable, etc., etc. Et puis vous allez créer un appel d'air, enfin bref, tout le discours qu'on connaît. Bon, ça, peu importe. J'allais dire, j'ai pas à obéir, moi, à un gouvernement et à un sous-préfet à partir du moment où je suis dans la loi. Moi, les seules personnes avec qui j'ai un engagement, c'est ma population, c'est les élections, le suffrage universel, et c'est celui-là auquel je m'attelle. Après, oui, on doit respecter la loi, on est élu de la République, on se doit de la respecter, mais aussi on peut la contourner, et puis on peut l'adapter, et puis il y a des circonstances locales qui font que... Et là, en 2015, quand il y a, allez, on va dire, on passe de 60 exilés à 2500 en 4 mois de temps sur le territoire, quand on appelle l'État en disant « mais qu'est-ce que vous faites ? Venez nous aider, prenez en charge, c'est votre job, c'est pas le mien, etc. » que personne ne répond. Il y a un moment, le maire, il a des outils. Code de la santé publique, code de la famille. Voilà, il y avait des épidémies de Galles là où ils étaient. Eh ben, il est de la responsabilité du maire de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'épidémie. Ça s'appelle le code de la santé publique. Il y avait des femmes et des enfants parmi eux. Il y a le code de la famille qui oblige un certain nombre d'accès à des sanitaires, à des points d'eau, etc., etc. Et comme l'État est défaillant, il faut bien faire. Mais ça, c'est la responsabilité du maire. Donc, et là, j'attendais, moi, qu'on me dise délit de solidarité. Bah ouais, parce que à la limite, c'est contradictoire avec ce que dit d'autres lois derrière. Et j'attendais de voir qu'est-ce qu'il allait être plus fort, le délit de solidarité ou le code de la famille ou le code de la santé publique. Donc ça n'a pas été simple, ça a valu quelques nuits blanches, quelques cheveux blancs en plus aussi, mais finalement, quand on est porté, alors on a eu des combats communs avec Laurent Fonte, avec Angres, on a essayé de créer des réseaux d'élus aussi avec les associations. Quand on voit l'abnégation avec laquelle les associations étaient là, on se sent porté. Et puis effectivement, Nathalie le disait, notre devoir c'est d'être à côté de la société civile, des citoyens, des associations, pour qu'ensemble on œuvre au bien-être dans la ville, au vivre ensemble, dans la collectivité, et de dédramatiser et d'arrêter de stigmatiser autour de ces populations. On a aussi ce devoir d'éducation populaire à faire, donner les informations, les vrais chiffres, expliquer, faire de la pédagogie auprès des populations. Et quand on voit que ça marche, on est porté. Donc on a à faire face à des difficultés, mais finalement, on y va les unes après les autres. Et même le personnel, je disais tout à l'heure dans le discours d'introduction, même le personnel s'est complètement pris au jeu dans la collectivité. Moi, j'ai pas eu besoin de taper du poing sur la table en disant vous allez faire ce que vous allez faire. Ils y allaient spontanément. J'avais pas besoin de dire il faut aller nettoyer, vider les veines quand c'était plein. C'est le personnel lui-même qui passait le dimanche et qui prenait les clés des ateliers, les machines pour aller vider les poubelles au moment. Voilà, donc ce qu'on crée à un moment donné, l'élu avec les associations, les mouvements qui sont là et les citoyens qui sont là, et bien finalement ça se répercute et c'est un état d'esprit qui change complètement et une approche qui change complètement. Donc oui, il y a des difficultés, oui, on se colte des ministres, j'en ai vu quand même maintenant 5 ministres de l'Intérieur, 4, 5, je ne sais plus. Il y en a que j'ai vu un jour, je suis tombé dans les 2 jours où il a été ministre. Après, il y a eu des révélations. Mais alors, j'ai des ministres passent, l'administration reste, et du coup, les politiques deviennent de plus en plus pires. Enfin, de pire en pire. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui commence à me heurter sérieusement. C'est pas le ministre qui décide, même si celui-là, il est particulièrement dur dans son approche. Moi, je me suis battu contre Bernard Cazeneuve, mais je trouvais qu'il était plus humain que Gérard Collomb. Donc voilà, c'est pas grave, un ministre, ça passe. Donc si ça marche pas avec lui, ça marchera avec un autre. Et puis après, il y a le préfet. Tant pis, le préfet il est bien emmerdé à Grande-Synthe. Parce que là, je vous disais ce matin, on a 260 exilés qu'on a mis dans une salle de sport jusqu'à normalement la fin de la période hivernale. Moi je lui dis, qu'est-ce qu'on fait le 31 mars? Qu'est-ce qu'on fait le 1er avril? Soit l'État décide de faire, quelqu'un très bien,
sur le territoire. Ça ne sert à rien d'amener les gens à, comme c'est aujourd'hui, je ne sais pas où, à Valenciennes ou ailleurs, sur le département ou dans les Hauts-de-France, parce qu'ils vont revenir 48 heures après, parce qu'ils veulent aller en Angleterre. On a déjà placé, depuis le 1er octobre, 1465 personnes dans des centres d'accueil, différents centres d'accueil, sur une démarche volontaire, c'est-à-dire des personnes qui demandaient à y aller. Il en reste 260, parce que ça continue d'arriver régulièrement. Donc voilà, organisons cet accueil ici, organisons-le à Calais, organisons-le partout sur ce littoral, jusqu'à Ouistreham, jusqu'à Cherbourg, etc. Partout, il y a des lignes de ferry qui vont vers cet appel d'air qu'est l'Angleterre, parce que finalement, le seul appel d'air, il s'appelle l'Angleterre, pour ceux qui sont chez nous. Voilà, organisons cet accueil et travaillons avec ces populations. Il faut les persuader de ça, je pense qu'on va finir par y arriver, même si dans le traité qui vient d'être signé entre Macron et Theresa May, j'ai découvert, parce que ça n'a pas été rendu public, qu'il y avait des lignes qui disaient que l'Angleterre payait pour l'organisation dans des centres d'accueil, sauf sur le Calaisis et le Dunkerquois. Ah bon ? Oui, c'était dans le traité. C'était dans le traité qui a été signé par Macron et Theresa May. C'est un juriste qui nous a envoyé, moi je ne l'avais pas vu, je suis comme vous, pas un spécialiste de la lecture d'un traité, c'est assez innova, donc il y a un juriste qui m'a envoyé ces éléments-là. Et je trouve ça complètement dingue quand même que l'Angleterre décide où on met les gens chez nous en France. Déjà qu'on mette leurs frontières chez nous, c'est déjà à moitié acceptable, mais en plus qu'on nous dise on fera de l'accueil là et pas là, je trouve ça doublement inacceptable. Donc on s'en fout de ce traité, on le fera, et si l'État ne fait pas, on continuera à faire. Donc oui, c'est la bagarre permanente, et on sent qu'il y a des failles, et il faut ouvrir des brèches et accentuer les brèches. Mais vraiment avec la population, comme le disait Nathalie, quand on travaille avec la population, quand on est avec les associations, quand on se nourrit mutuellement, c'est aussi ça l'objet de la Convention, c'est de s'auto-nourrir, et après ça redonne de l'énergie pour affronter, mener tous les combats. Alors, juste, on me pose une question. Où sont partis les 1465 personnes? Ils sont partis dans des centres d'accueil un peu partout. Ça dépend. Bon, alors, ce qu'on leur propose, là, pour le coup, le préfet du Nord joue un peu le jeu. Il ne veut pas trop les éloigner. Donc, ça commence à Bailleul, le premier centre d'accueil. Il y a, bon, je n'ai jamais le nom, trois Vaux, voilà. Trois Vaux, qui est ouvert dernièrement. Après, il y en a qui vont à Louvral, il y en a qui vont... Voilà. C'est un peu dans le Nord. Après, on me dit, ouais, mais les passeurs, ils œuvrent sur le coin. C'est vrai qu'il y a des passeurs. C'est vrai qu'il faut se battre contre les passeurs, les réseaux de passeurs, etc. Mais les passeurs, aujourd'hui, franchement, qu'ils soient à Grande-Synthe, à Bailleul ou à Trois-Vaux, ils vont les chercher là où ils sont. Hein. Donc, c'est tellement juteux, à force d'avoir mis des barbelés, des CRS, des murs. Ça devient cher le passage, hein. 10 000 € aujourd'hui le passage vers l'Angleterre. Donc c'est tellement juteux que les mecs qui font 50 ou 100 km de plus. Mais réellement, les passeurs, c'est les politiques répressives qui créent les passeurs, c'est pas les centres d'accueil. Merci de la précision. Il est joli le mot porter. Et voilà, et la mobilisation collective.